D'accord. Merci Elisabeth. Je crois que vous avez déjà bien présenté ce projet pour dire que déjà c'est une œuvre à la fois expérimentale, puisque c'est l'un des premiers Spock faits par Dauphine, et également dans le cadre de PSL. Et puis que c'est aussi un travail collectif reposant sur diverses expérimentations. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec vous. Alors déjà, peut-être pour ne pas affoler les uns et les autres, même si j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être déjà une idée de ce que c'est qu'un Spock. Non, je ne suis pas fan de Star Trek, je ne cherche pas à faire une convention sur Star Trek. Les Spock, eh bien, comme vous le savez, c'est enseigné différemment. C'est une sorte de cours interactif avec donc l'idée que c'est réservé donc à un certain nombre d'établissements ou à un public particulier, ce qui les différencie donc des MOOC qui sont massives. Et d'emblée, peut-être sans doute parce que je suis très à l'aise dans l'état d'esprit de Dauphine, faire un MOOC pour moi, alors que nous travaillons dans des petites classes, que nous sommes sur du sur-mesure, ça me semblait déplacé. Peut-être aussi parce que, ayant déjà monté des projets innovants, partir d'emblée sur quelque chose de massif, mon humilité m'a fait un peu craindre le côté massif. En tout cas, d'emblée, l'idée, c'était plutôt de s'adresser à nos étudiants et de faire quelque chose qui soit pour notre communauté. Donc déjà, plutôt un Spock plutôt qu'un MOOC, même si à terme, peut-être une réflexion pourrait être menée là-dessus. Donc c'est un MOOC, un SPOC, ça veut dire donc Small Private Online Course. Donc évidemment, l'idée, c'est de profiter du numérique, mais l'idée du SPOC, et cela, il a fallu que je le vende à certains, notamment à PSL, c'est pas simplement un cours en ligne avec des vidéos, il doit y avoir un côté interactif. On doit créer une communauté autour d'un SPOC, des gens qui participent au SPOC, qui peuvent échanger entre eux. Et donc, du coup, ça explique, et je tiens d'ailleurs à la présenter tout de suite, la présence de notre community manager, Béatrice Guillet, dont nous aurons à reparler tout à l'heure de son travail. Donc voilà un petit peu déjà l'idée du SPOC. Et ce qui me fait plaisir en voyant l'auditoire, c'est de voir que alors je ne sais pas si c'est par sympathie personnelle, mais il y a à la fois donc tout le public réuni pour ce travail que nous avons fait, c'est-à-dire aussi bien du personnel administratif, puisque c'est un SPOC qui s'adresse au personnel aussi administratif, donc à l'ensemble des gens qui travaillent à Dauphine et dans PSL, et puis des enseignants. Donc la présentation que je vais faire, elle a quand même bien sûr comme objectif de parler un petit peu de ce que chacun, si bien les enseignants que le personnel administratif, peuvent tirer de cette ressource pédagogique que nous avons mis en ligne, comme Elisabeth l'a dit, le 3 octobre, c'est-à-dire tout récemment. Alors, d'abord, SPOC, on a compris, mais à qui ça s'adresse? Eh bien, là, nous sommes à Dauphine, nous ne sommes pas que entre Dauphinois, nous avons un collègue de l'EHESS qui nous fait d'ailleurs l'amitié de venir, car il est intéressé par ce travail. Donc, c'est un SPOC qui est en fait destiné à la communauté PSL. Alors, communauté PSL, déjà, je vous rappelle que PSL, tout le monde ici doit à peu près avoir déjà entendu parler de PSL, c'est 25 établissements. Je ne suis pas sûre, y compris ça me concerne, qu'on puisse les citer par cœur, ces 25 établissements. En tout cas, donc c'est un projet qui a été monté avec le soutien de PSL, qui a trouvé un intérêt parce que PSL cherche une visibilité, et donc l'idée de créer une communauté autour d'un SPOC, ça les intéressait. Et aussi, là-dessus, on est en travail, puisque ce n'est pas encore quelque chose de définitif, mais PSL est à la recherche aussi de formations diplômantes. Donc un SPOC, comme ça a été dit d'ailleurs dans la diapositive précédemment, à la différence d'un MOOC, les SPOC sont plus facilement transformables en un diplôme d'établissement. Donc je pense que PSL a aussi vu la possibilité de créer un diplôme autour d'un certificat Bloc SPOC PSL, c'est pour ça qu'ils ont aimé ce projet. Alors, pour monter un projet pédagogique innovant, il faut des partenaires, et là, ça a été la première, je dirais, difficulté, c'est qu'entre Dauphinois, on se connaît,
c'est assez facile de se rencontrer. Bon, PSL, c'est 25 établissements, et donc là, il a fallu, pour pouvoir demander un financement PSL, trouver des établissements qui soient partenaires. Donc je tenais à les remercier. Donc évidemment, le projet est porté par Dauphine, mais les deux partenaires de PSL sont l'École normale supérieure, avec notre collègue juriste, M. Alperin, et puis l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, avec mon collègue Rainer Maria Kieshoff. Donc c'est des juristes qui ont cru d'abord à ce projet, même si évidemment je tiens à rassurer chacun d'entre vous, parce qu'il n'y a pas que des juristes dans cette salle, loin de là, eh bien c'est un projet qui s'adresse évidemment toute matière confondue. Alors, pour vous, qu'est-ce que peut vous apporter Blocspoc PSL? Ben déjà, pour les enseignants, l'idée de Blocspoc, c'est de pouvoir vous permettre de faire des classes inversées. C'est-à-dire qu'on a mis en ligne du matériel que vous pouvez prendre comme vous voulez, genre, je vais parler évidemment du contenu, mais tout le monde n'a pas vocation à faire un blog. Il peut y avoir des modules simplement qui vous intéressent, et donc vous pourrez les choisir. On a utilisé le terme de délotage, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'un MOOC où vous avez un agenda, où vous devez faire tout ce qu'on vous dit exactement pour avoir quelque chose. Là, ce sont des ressources qui sont en ligne. Il vous suffit de vous inscrire à ce SPOC qui est en libre accès sur MyCourse, et vous pouvez regarder ce que vous avez envie de faire. Donc pour les enseignants, ça peut être l'envie de travailler sur quelque chose et de dire à leurs étudiants bah, allez regarder ça, et puis de monter son cours autour de ces ressources pédagogiques. Évidemment, l'idée de Blocspoc, c'est de monter en compétence pour chacun d'entre nous pour savoir gérer un blog. L'objectif pour chacun, ça peut être de faire son blog pour l'usage qu'il en souhaite, un blog tout à fait privé ou un blog plutôt sur ses compétences. Alors c'est vrai qu'on a plutôt fait un SPOC pour des personnes qui souhaitent mettre en avant une compétence particulière, une expertise particulière. Alors moi, j'ai toujours aimé les nouvelles technologies, c'est vrai, j'ai eu un blog il y a très très longtemps, que j'ai géré seule et avec les moyens du bord. Et très très vite, c'est devenu très chronophage. Et puis, autour de ce projet, eh bien, je me suis aussi relancée dans une nouvelle façon de faire un blog. Je vous en reparlerai si certains d'entre vous sont intéressés. Donc, l'idée de ce SPOC, c'est de permettre à chacun de réaliser son blog sur le sujet qu'il souhaite, avec des outils qui sont simples, des coûts relativement faibles, puisque globalement, le coût, ça va être celui, si vous voulez avoir votre nom de domaine, eh bien, de vous enregistrer quelque part pour que vous ayez un nom de domaine. Aujourd'hui, la plupart des outils que l'on va utiliser sont des outils gratuits, et en plus, vous aurez une formation donc, sur ce SPOC. Et puis, comme je suis enseignante et que j'enseigne depuis pratiquement 20 ans dans diverses universités en France et à l'étranger, ce que j'avais envie de proposer, et c'est de ça d'ailleurs qu'est parti le projet, c'est finalement un nouvel exercice aux étudiants, parce que chacun d'entre vous, sans doute, est confronté au fait qu'il doit maintenant faire cours à des ordinateurs, que les étudiants sont très friands de tout ce qui est réseaux sociaux, y compris pendant les cours, et que finalement, il y a deux façons d'aborder le problème. Soit on s'arrache les cheveux, on prend des méthodes drastiques, comme par exemple le président de la République avec son Conseil des ministres, où il a dit plus de smartphone pour rentrer en Conseil des ministres. Bon, même si ça me démangerait peut-être de faire cela, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, et que ça peut, en plus avec les publics qui sont les nôtres, amener un peu à des révolutions, voire des revendications de délégués, etc. Donc, mon idée, c'était plutôt de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'ils aiment tout cela, pour aller dans leur sens, tout en se réapprovisionner, enfin, tout en n'ayant pris conscience ces dernières années que tout digital natives qu'ils sont, en fait, j'ai l'impression, et mon collègue Éric Naon, qui nous rejoindra tout à l'heure, le dirait lui aussi, que c'est surtout nous qui sommes les digital natives, enfin, c'est-à-dire des gens qui sont nés avant l'Internet, qui savent faire aussi sans Internet. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont des utilisateurs, mais qui ne sont pas toujours très proactifs
dans leur utilisation du numérique. Et donc, bon, je suis quelqu'un d'assez engagé, je crois que si on fait ce métier d'enseignant, c'est qu'on a l'idée qu'on doit transmettre quelque chose, qui, je lisais encore récemment dans Le Monde, n'est pas qu'un savoir, mais parfois aussi un savoir-être. Et le numérique me semble être quelque chose pour lesquels les étudiants, je dirais aussi mes enfants, ne sont pas toujours bien préparés. C'est-à-dire que c'est très attractif, très chronophage, et parfois il faut savoir aussi leur en expliquer l'intérêt, mais aussi comment faire sans, et aussi peut-être les prévenir de certains côtés qui peuvent être un petit peu négatifs. Donc du coup, ce SPOC, ça peut être aussi prendre conscience pour eux que, je vais parler de choses très simples, hein, quand on prend une image, on peut prendre une image dans le cadre de l'exception pédagogique pour faire un cours, on fait un petit copier-coller, on sait que a priori ça va rester relativement dans un cercle limité, mais que si on fait un blog, bon, on ne prend pas une image n'importe comment, on ne cite pas, on ne prend pas des mots des autres n'importe comment, et des choses comme ça. Donc ça rejoint, je pense, une éducation que l'on doit faire aussi des étudiants au regard de ce qu'est le plagiat, de ce qu'est le droit d'auteur, de ce qu'est le copyright. Évidemment, je suis juriste, donc tout ça me parle particulièrement. Donc c'est l'idée à la fois leur proposer un exercice qui leur plaît, revisiter peut-être aussi sa manière personnelle d'enseigner, et puis ensuite, je dirais, leur donner ces compétences numériques qu'ils n'ont pas forcément. Comme l'a dit Elisabeth, ce projet il est né d'une première expérimentation que j'ai fait avec mes étudiants en 2014 de Master 2, le Master 122, qui est droit de l'entreprise. Et alors ils étaient emballés par le projet, donc ils se sont lancés dans la réalisation d'un blog, et quand on a fait le débriefing à l'issue de leur travail, ils m'ont dit bon, quand même, on s'est rendu compte qu'on n'est pas trop spécialiste et qu'il nous faudrait une formation. J'ai dit bon, tiens, on va regarder si on ne peut pas trouver un moyen de financer cette formation et de l'ouvrir aussi à d'autres. Donc c'est parti des étudiants, cette idée de manque, et c'est avec eux qu'on a identifié quels étaient leurs manques, et avec donc une équipe pédagogique que l'on a monté ce programme. Alors, qui se cache derrière l'équipe pédagogique de BlogSpock et en quoi consistent les modules de BlogSpock? Donc on a, au vu de l'expérimentation que j'ai menée, on a donc fait 6 modules. Donc on a 5 modules qui sont des modules, on va dire, étudiants, donc pour des étudiants ou pour le personnel administratif qui veut monter son blog sans problème. Et donc là, évidemment, on a choisi l'outil qui nous semblait le plus facile, qui est wordpress.com, qui est un outil gratuit. C'est un outil qui est extrêmement utilisé. Harvard l'utilise, par exemple. Il est beaucoup utilisé par les gens dans le métier de l'enseignement supérieur. Ensuite, on s'est rendu compte que ce qui pêchait le plus pour les étudiants, au-delà de savoir faire un blog avec l'outil, on va dire, technique, c'est finalement savoir écrire web. Alors ça, moi, ça a été ma grande surprise. Je me dis, mais ils passent des journées entières sur Internet. Et j'ai dû me battre pour leur faire comprendre que non, alors peut-être parce que c'était des juristes sans doute, mais non, on ne fait pas des notes de bas de page lorsqu'on écrit un article de blog, on fait des liens hypertextes, ça a une valeur ajoutée pour le lecteur, c'est beaucoup plus fluide. Non, on ne fait pas que du texte, on rajoute des images, des visuels. Alors, je me bats en ce moment avec la promotion d'étudiants que j'ai pour qu'ils aient des visuels qu'ils créent eux-mêmes, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de prendre des photos dans Google, d'avoir vérifié les droits, ça, ils le font, et puis de mettre ça dans son article. Non, on peut créer ses propres visuels. Et donc pour cela, je me suis tout de suite rapprochée des spécialistes de la matière, et donc c'est Eric Naon qui a fait ce deuxième module. J'ai oublié de dire que le premier module, donc c'est Rachel Resguin, qui elle est développeuse, très très pédagogique. C'est un module qui est vraiment très bien fait. Donc Eric Naon, qui est donc le directeur adjoint de l'IPJ, donc l'Institut pratique du journalisme, et qui est beaucoup sur le data mobile journalisme, et donc qui a fait ce deuxième module pour expliquer comment produire des œuvres multimédia, enrichir son blog,
Donc en gros, c'est on verra de quoi parlent ces blogs, mais c'est essentiellement mettre des images, savoir écrire un texte comme de la même manière que les journalistes, ne pas commencer par le plus important à la fin, par exemple, ce genre de choses. Et puis, rapidement, donc, on s'est rendu compte aussi que les étudiants sont beaucoup sur Facebook, mais par contre, ils sont en Master 2 plutôt sur LinkedIn, ça ils le font, mais sur Twitter pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, et notamment les journalistes vous le diront, la plupart des articles des médias, en fait, sont lus à partir de gens qui soit les découvrent à travers les réseaux sociaux, mais il y a peu de gens, peut-être en région parisienne encore parce qu'il y a le transport en commun, mais qui lisent un journal du début jusqu'à la fin. La plupart lisent des morceaux d'articles qui auront retenu leur attention dans les réseaux sociaux. Donc, on s'est rendu compte que, et là aussi c'était une demande des étudiants de mon collègue que je voudrais aussi saluer, Henri Isaac, qui fait faire aussi des blogs à ses étudiants et avec qui je m'étais entretenue, d'avoir un peu un module pour expliquer la gestion professionnelle des réseaux sociaux. Alors très rapidement, évidemment, j'ai pensé aux étudiants, mais je pense que aussi pour les enseignants et pour en avoir discuté avec mes collègues, et aussi pour le personnel administratif, je pense à Edith qui gère notre compte Twitter du centre du CR2D, c'est un module qui est effectivement peut-être intéressant pour tout le monde. Ensuite, on nous a semblé intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui soit un peu spécialiste de la veille, parce que pour faire un blog, il faut aller chercher de l'information. Nos étudiants dans leur spécialité sont assez bons, mais voilà, chercher de l'information sur Internet, la veille technologique, voilà, il nous a semblé que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui nous fasse un module assez complet. Donc c'est Henri Samier qui intervient notamment à l'ENSAM et qui est enseignant à l'Université d'Angers, qui a fait ce module-là. Et puis parce que l'idée c'est de proposer aux étudiants un blog y compris collectif, et que très rapidement j'ai vu avec mon expérimentation que ce qui leur avait plu c'est justement cet aspect collectif, et que ce qui leur manquait, c'est de savoir gérer un projet, le management de projet, parce que c'était des juristes et qu'ils n'avaient aucune formation en la matière. Et donc Henri Samier est aussi spécialiste de la gestion de projets innovants, et donc c'est lui aussi qui a fait ce module sur la gestion de projet. Et moi, donc, je me suis occupée de coordonner l'équipe en tant que chef de projet, avec le soutien du CIP et du service audiovisuel, on en reviendra tout à l'heure, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et puis donc j'ai fait le module enseignant pour donner envie à des enseignants déjà de proposer cet exercice aux étudiants, et leur donner quelques pistes sur comment le faire. Alors voilà la page de présentation de Blogspoke. Donc ça c'est une capture d'écran, on va venir après directement sur la plateforme. Donc c'est sur MyCourse, je pense que la plupart d'entre vous qui sont dauphinois le connaissent, ceux qui ne sont pas dauphinois vont être amenés à le connaître. Donc là, vous voyez vraiment notre objectif, c'est en une semaine de permettre aux étudiants aux apprenants, à raison de 1h30 à peu près d'apprentissage par jour, de réaliser un blog à partir de l'outil WordPress, d'optimiser son trafic vers le blog à travers une gestion des réseaux sociaux, de trouver des informations pour alimenter son blog et d'automatiser cette veille pour que ça se fasse plus rapidement, de produire des visuels pour rendre attractif son blog, et enfin de gérer un projet collectif éventuellement de blog si cela concerne les étudiants. Et le public visé, c'est évidemment des étudiants individuels, des étudiants qui sont suivis par des enseignants pour réaliser leur blog. Ça peut être du personnel administratif qui ont besoin de faire un blog, par exemple, pour leur centre de recherche ou des choses comme ça, ou qui sont intéressés par eux-mêmes pour certains modules. Et puis également pour les enseignants, pour utiliser l'ensemble de ce matériel pédagogique. Alors, je propose sans plus tarder, parce que j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est de voir cette plateforme. Donc, je pense que... Alors, il faut juste que je retrouve où est-ce qu'on s'est mis. Voilà. Donc, la plateforme, c'est celle-ci. Ça marche. Voilà. Donc, la plateforme est ici. À l'accueil, vous verrez... parce que ça peut être un peu perturbant, parce que quand on dit SPOC, on y a droit, donc on pense que naturellement,
on va pouvoir accéder à la page, mais si on n'est pas inscrit, donc il y a une grande flèche qui a été mise par Isor, qui était d'un grand secours pour tout au long de ce projet. Et donc, voilà, il faut s'inscrire. Si jamais vous avez l'impression que vous n'avez pas de droit sur la plateforme, c'est que vous n'êtes pas inscrit, donc il suffit de cliquer là-dessus. Et donc là, vous avez l'ensemble des modules. Donc pour l'instant, il y a 4 modules qui sont en ligne. Et je me propose de vous montrer un petit peu sur la base du premier module qui est le plus long, parce que c'est vraiment le module qui présente de manière très pédagogique comment utiliser l'outil WordPress. C'est le module donc, de Rachel. Donc vous avez à chaque fois, donc, là c'est un module qui est long, je vous l'ai dit, il y a 11 vidéos. Sachant que Rachel a été extrêmement généreuse parce qu'au fur et à mesure, donc il y avait l'idée de faire un blog classique, je lui ai demandé de rajouter des choses comme elle est développeuse, qui n'ont pas forcément vocation à être vues par tout le monde, mais c'est pour un peu avoir l'idée de l'ensemble des outils qui peuvent être utilisés avec WordPress. Donc peut-être que tout le monde n'aura pas besoin d'intégrer un document paginable dans son site ou de faire un sondage. Donc on n'est peut-être pas obligé de voir l'ensemble des vidéos, mais bon, je vous montre par exemple si j'y arrive, oui. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, les vidéos varient entre... On a essayé de ne pas faire plus de... Au départ, on avait 10 minutes, je crois qu'il y en a quelques-unes qui dépassent un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est des enseignants, donc on est tous un peu bavards. Et mon idée, c'était aussi que ça soit des vidéos qu'on puisse voir assez rapidement dans le transport en commun éventuellement. Donc pas plus de 15 minutes, ça doit être ça. Donc voilà, j'espère que ça va marcher, pour que vous voyez un petit peu. Alors, il y a eu un test qui a été fait par le service audiovisuel. C'est parti, voilà. Peut-être qu'il faut que je mette ça ici, là, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Ouais, c'est un peu lourd. Oui. Oui, parce que là, on est en Wi-Fi. Bon, alors, un peu... Ouais. Ouais. Pardon ? Peut-être mettre sur pause 2 minutes le temps que ça charge. Ah oui, alors peut-être déjà, je vais réduire ça sera mieux. Vous êtes sur le point de créer votre premier site WordPress professionnel. Ce formidable outil vous permettra, entre autres, de valoriser vos compétences, d'affirmer votre expertise dans votre domaine professionnel, de rencontrer d'autres experts et d'échanger avec eux. Écrire de manière régulière demande un travail de veille, voilà. Mais cela peut être aussi très amusant. On ne va pas la regarder en entier, mais vous voyez, c'est assez facile d'outils. Donc, on a essayé de mettre à chaque fois des éléments pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit dans la vidéo. Et chaque vidéo est suivie d'un quiz qui peut être fait et qui donne des points, enfin, les points essentiels qui permettent de voir si on a compris les points essentiels de la vidéo. Et ensuite, vous avez normalement, chaque fois aussi, mais ça doit être dans le module, ce qu'on a appelé des activités collaboratives, donc pour essayer de donner de l'interaction. Alors là, j'arrive même plus à revenir dessus, qui ont été proposées par l'ensemble des enseignants de ces modules. Donc je vais revenir sur ma présentation PowerPoint, c'est plus sûr. Mais c'était pour que vous voyez au moins à quoi ça ressemble. Alors, ma télécommande ne marche plus, donc je fais à la main, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc en gros, vous voyez, là je vous ai remis, donc j'adore les maps, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles j'essaye de convertir un peu tout le monde. Donc vous voyez à chaque fois, donc il y a des supports qui sont mis, qui sont des supports qui peuvent être assez variés, mais qui sont plutôt à la fois donc des supports classiques, c'est-à-dire on réexplique, on donne un peu plus d'éléments que ce qui est dit dans la vidéo, parce que les vidéos sont courtes, et puis à la fois l'idée de faire des modèles,
puisque vous avez envie de faire votre projet de blog. Donc, par exemple, Rachel a fait le modèle du cahier des charges qui reprend toutes les questions que vous devez vous poser lorsque vous devez faire votre blog. Et puis, on a des quiz. Donc ensuite, Eric Naon, donc, lui, il a fait 4 vidéos et il a différents supports. Alors lui, par exemple, dans ses supports, il a, si vous voulez vous investir une centaine d'euros pour être le parfait mobile journaliste et pouvoir faire des vidéos, avoir un micro pour interviewer, si vous voulez faire des interviews avec des vidéos. Voilà, donc il vous donne tout un tas d'éléments sur le matériel que vous pouvez aussi utiliser, avec toujours l'idée d'avoir un matériel qui permette d'avoir un son et une image qui sont corrects. Mais bon, moi, les vidéos, hein, c'est le smartphone, hein, d'ailleurs il le dit, la meilleure vidéo, caméra, c'est celle que vous avez, donc c'est votre smartphone. Et puis il a rajouté aussi des choses sur l'infographie, enfin un petit élément pour les gens qui voudraient faire des infographies, donc des logiciels en ligne et quelque chose qui a été préparé avec Rachel Resguin, qui est aussi infographiste et développeuse, donc sur comment un petit peu s'orienter pour faire son infographie si on le souhaite, et se préparer à une interview, alors écrite, comment aussi faire une interview écrite et comment écrire son article de blog. Donc ensuite, l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux, donc c'est Gabrielle Denis, qui est une spécialiste des réseaux sociaux, qui fait beaucoup de formations, par exemple, pour tout ce qui est Pôle emploi, pour former les gens aux réseaux sociaux, la recherche d'emploi. Donc elle, ça a été à la fois, je lui ai demandé de faire une présentation un peu de tous les réseaux sociaux et de se focaliser sur les 2 qui nous semblaient importants, c'est-à-dire LinkedIn, enfin les 3, LinkedIn, Facebook et puis Twitter, et puis le métier de community manager pour comment gérer ses réseaux sociaux en lien avec son blog. La veille sur les réseaux sociaux, donc là c'est la veille, et donc là c'est tout ce que fait Henri, c'est tout ce qui est recherche, par exemple, de personnes, d'images, de photos. Moi, j'ai appris des choses formidables. J'ai certains collègues, j'imagine, qui sont en informatique, qui sont très peut-être doués sur la veille, mais là, ça permet aussi de retrouver. Alors, on a retrouvé, par exemple, le site web de Dauphine, la création de Dauphine, puisque ça, c'est dans le web invisible, et donc on arrive à retrouver les pages web qui ne sont pas répertoriées par les moteurs de recherche. Donc, il explique tout cela. Il faut s'asseoir parce que c'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est assez passionnant. Et puis, donc, c'est lui qui a fait le module sur la gestion de projet. Alors, les 2 modules qui restent et qui devraient être mis en ligne incessamment sous peu, j'y discutais encore avec le service audiovisuel. Donc, c'est le module sur la gestion de projet où on explique un petit peu les fondamentaux de la gestion de projet et on donne un peu quelques outils comme Basecamp pour utiliser... stimuler le chef de projet et les rapports qu'il peut avoir avec son équipe, les maps pour structurer aussi le travail, des choses comme ça, enfin les mind maps. Et puis donc mon module qui évidemment arrive en dernier, qui est un petit peu donc très court, 3 vidéos, l'essentiel étant de donner envie, de susciter le débat et évidemment de rentrer en contact avec vous si vous avez des projets. Donc pourquoi proposer aux étudiants la réalisation d'un blog professionnel, quels sont les prérequis. Donc là, je décomplexe tout le monde, hein, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en informatique, il faut avoir envie et il faut avoir du temps. Donc une fois qu'on a ces 2 composantes, on y arrive. Donc les professeurs émérites qui ont du temps et qui ont envie pourront tout à fait se consacrer à ça. Et puis comment modéliser son projet étudiant de blog. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire un projet à vos étudiants. Donc je suis partie un petit peu sur une espèce de scénario, différents scénarios possibles, sachant que moi l'expérience que j'ai eue, c'est de faire des blogs avec une promotion entière sur un semestre. Voilà. Mais après, il y a d'autres modalités. Il y en a qui font ça sur une semaine, il y en a qui font ça sur une année, il y en a qui... voilà. Et puis donc, quelques modèles de documents avec l'idée que sans doute j'approfondirai ces modèles au fur et à mesure en voyant remonter les questions éventuelles. Alors, Spock, on a dit qu'il y a de l'interaction. J'en finis par là. Donc, on a 2 personnes qui sont essentielles pour le lancement du Spock. Donc, Elsa Naud, donc, qui est tuteur sur MyCourse, donc qui s'occupe de répondre aux questions sur le forum. Donc, on a décidé de faire un tutorat pendant 3 semaines au début pour chaque semestre. Un peu plus approfondi. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu le démarrage, donc on a un peu de retour. Les gens regardent les vidéos, passent les quiz, mais posent pas de questions.
Et puis l'idée donc était aussi d'avoir un community manager. Pourquoi? Parce que l'idée c'était de créer cette espèce de communauté PSL qui n'existe pas vraiment, ni même physiquement, alors encore moins numériquement, mais qui numériquement pourrait être plus simple à créer. Et donc c'est Béatrice qui est ici, qui gère nos réseaux sociaux. Donc Elsa est une ancienne étudiante de l'ENSAD, c'est d'ailleurs elle qui nous a fait donc l'École nationale des arts décoratifs, pardon, oui, c'est ça. C'est d'ailleurs elle qui a fait le logo Blogspoke à l'arrache pour que l'on ait un visuel, parce qu'on s'en est rendu compte qu'on n'avait pas de visuel. Et puis, à terme, donc, comme je vous l'ai dit, c'est créer une communauté de blogueurs PSL. Donc, évidemment, je vous encourage, et Béatrice sera très contente, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. Donc, à la fois, on a un compte Twitter et puis une page Facebook. Donc, on m'avait dit à peu près, j'étais un peu plus longue, hein, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure de présentation. Évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que ce qui est intéressant ici, c'est l'échange. Donc, voilà, je reste à votre disposition pour les questions, pour revenir sur certains points, si vous le souhaitez. La parole est à vous. Oui. Donc, moi, je voulais savoir, en termes de temps de travail, ce que ça représentait la globalité du projet pour les enseignants, donc pour vous, Olivia, et puis les tuteurs et enseignants qui ont travaillé sur le projet. Alors, oui. En fait, c'est comme toujours, hein, et ça c'est la logique de la gestion de projet, j'ai appris ça avec Henri Savier, c'est qu'on part au début, on est tous enthousiastes, et on arrive à un moment donné où on se rend compte de quoi, vers quoi on s'est finalement aventuré. Donc globalement, le projet, donc, il y a eu 2 ans d'expérimentation, une fois le montage de projet. Moi j'ai fait une première année avec un master et après j'ai fait une année d'expérimentation avec le montage de l'équipe. L'équipe a fait pour la plupart cours en direct aux étudiants sur l'année dernière pour qu'ils testent leurs cours qui ont donné lieu à des modules. Et ensuite, on s'était dit que là c'était le plus simple, et bien on est passé à la partie vidéo. Et donc la partie vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 34 vidéos ce projet, donc c'est énorme. Et donc moi, mon ambition, c'était que tout soit prêt en même temps, puisque l'idée, c'était que chacun puisse faire qu'il n'y avait pas tel jour, il faut faire ça, tel jour, il faut faire ça. Donc si on fait des spocs, c'est pour que les gens soient libres de faire comme ils veulent, même si on peut donner une indication de combien de temps. Et donc le montage, les vidéos déjà, le tournage, le script, donc ça a été réalisé un premier jet par les enseignants, par les intervenants, et ensuite Isor nous a apporté son concours de relecture, et puis je pense qu'elle pourra en parler, de fignolage pour trouver l'image qui va avec la photo, enfin avec le concept qu'on veut mettre, parce qu'évidemment il y a des incrustations dans les vidéos. Donc ça, c'était un très gros travail, l'écriture du script, un travail auquel on n'est pas du tout habitué, mais on était bien aidé par le CIP sur comment rédiger un script. On avait un modèle. Et après, je dois dire qu'on pensait que tout allait être très bien, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 34 vidéos à monter, et que ça, c'est très long pour un service audiovisuel qui ne fait pas que ça. Puisque c'est le service audiovisuel de l'université, donc évidemment, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Donc là, effectivement, les délais, c'est un peu parti. On a un petit peu eu de mal à tenir les délais qu'on s'était mis, mais globalement, donc il y a quand même l'essentiel des modules qui sont en ligne. Mais oui, c'est un gros travail, mais on n'a pas compté nos heures. Je pense les intervenants ont repris plusieurs fois leur script, on a beaucoup échangé pour l'amélioration des scripts. Et c'est vrai que c'est un gros travail d'anticipation pour qu'après, au niveau de la vidéo, ça se passe de manière fluide, et aussi pour le service audiovisuel. On a vu que quand on n'avait pas suffisamment travaillé nos scripts, bon, ça se revoit après, ça rallonge du temps pour le montage, ça rallonge, voilà. Mais je ne saurais dire combien d'heures. Si c'est la réponse, la question veut une réponse précise, je ne saurais dire combien d'heures. Après, bon, moi je suis quelqu'un de passionné, donc voilà, je pense que quand on travaille aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies, l'ordinateur a un don de me maintenir éveillée, donc on passe plus d'heures que prévu. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, d'abord,
je pense qu'il faut remercier quand même PSL parce que c'est une opportunité pour un enseignant de monter un projet comme ça, c'est énorme. Et puis ensuite, de faire confiance, hein, parce que c'est un peu une nouveauté. Et ensuite, à tout le monde qui a essayé, malgré des emplois du temps aussi chargés par ailleurs, hein, puisque tout le monde a travaillé à côté, de respecter au maximum les délais, les contraintes, d'apporter son maximum pour que le projet sorte et sorte au mieux. Voilà. Après, on attend les retours maintenant des utilisateurs, mais ce sera donc à vous de nous dire ce que vous avez pensé de ce travail. Mais Isor peut peut-être dire quelque chose, son rendu sur son... Oui. Le temps qu'elle a passé, je ne sais pas, parce que je voyais des mails très tard aussi, arrivé à 20h ou 21h. Oui. C'est vrai qu'en plus, lancer un spot début octobre avec toute la rentrée, c'est pas les périodes les plus calmes. Et puis, quelques changements en plus de l'équipe du CIP et plusieurs projets en même temps. Donc, ça faisait pas mal de travail, mais on est très content de la sortie du SPOC. Voilà, et voilà, le CIP est là pour accompagner les enseignants qui ont des projets comme ça à réaliser. Donc, après, bien, on sait que ça demande aussi un gros investissement à ceux qui voudront se lancer, mais on est là. Voilà, mais je pense que les prochains seront plus faciles parce que on a un peu essuyé un certain nombre de plâtres. Et voilà, je pense. Voilà. Les prochains, ouais. Enfin, c'est une sacrée expérimentation. Je pense qu'on est tous montés en compétence sur comment faire un SPOC. Oui. Alors, peut-être, oui. Non, je vais vous poser une question et une fois n'est pas coutume en français. Yes. Yes. Okay, maybe I should ask you in English, Olivia. I see a lot of my students here as well. Could you explain the aspect private of this blog? In other words, would it be spread through the 25 establishments, etc., 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 or can we limit the people, the blog accessible to a certain public? Ok, il y a deux. I will speak in French, please. il y a deux choses. La première, c'est le SPOC. Le SPOC est sur la plateforme MyCourse, qui est en fait une plateforme qui est uniquement gérée à Dauphine. Et donc là, ça a été une discussion avec PSL parce qu'une fois qu'on a eu fini notre SPOC, on leur a dit mais on le met où? Parce que nous, on sait bien où le mettre, mais c'est un SPOC PSL. Donc du coup, on a convenu que les gens qui ne sont pas de Dauphine, qui n'ont pas accès à la plateforme MyCourse, passent par le CIP pour s'inscrire, pour pouvoir bénéficier du SPOC. Donc ces modules-là sont disponibles pour toutes les personnes qui sont inscrites sur MyCourse et qui appartiennent à PSL. La vérification de s'ils appartiennent ou pas à PSL se fait par Isor. Après, la réalisation d'un blog, parce que je ne sais pas si c'est ça aussi que tu voulais dire, la réalisation d'un blog, ça c'est quelque chose qui est modulable. Donc un blog, il y a 3 niveaux de blog. Il peut être privé, moi c'est ce que j'ai fait avec mes étudiants, c'est-à-dire que c'est que les personnes. Un blog privé, ça veut dire qu'il existe en ligne, mais qu'il n'est pas intégré, indexé par les moteurs de recherche. Donc, si on n'a pas le lien, on ne le trouve pas. Donc, c'est tout à fait possible de faire un exercice et de dire, bon, les étudiants sont motivés par le fait que le blog peut être public, mais moi, pour les préserver et me préserver aussi, en fonction du résultat du travail qu'ils ont fait, je leur ai dit, bon, on le met en privé, si c'est bon, et qu'on est tous d'accord, on le met en public après. Donc ça, c'est tout à fait gérable dans l'outil blog de WordPress.com. Donc les étudiants sont tranquilles, ils peuvent travailler, ils savent qu'il n'y a que comme un groupe privé Facebook pour ceux qui sont Facebook, et ensuite on décide si on veut que ça soit répertorié par les moteurs de recherche ou pas. Donc ça, il n'y a pas de difficulté majeure. Henri Samier, spécialiste de la veille, vous dira qu'on peut toujours trouver un blog privé parce qu'il peut toujours tout retrouver sur Internet, mais ça demande quand même que les étudiants aient très bien assimilé son module, par exemple, de veille sur Internet. Mais voilà, je pense que c'est un moyen
sécuriser un peu les choses. En plus, parce qu'il y a aussi des responsabilités s'il y avait des choses qui n'étaient pas légales qui étaient publiées, par exemple. C'est la responsabilité. Alors, rassurez-vous, c'est la responsabilité quasiment de notre président, donc, puisque c'est un exercice fait à l'intérieur de Dauphine dans le cadre de ses cours. Donc, ça serait Laurent Badge qui serait incriminé, mis en prison, etc. Donc, ça ne nous rassure pas pour lui, mais peut nous soulager pour nous. Mais bon, voilà. Ah, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que ça va être publié worldwide sur le site du CIP. Oui. Moi, notre question, en fait, c'était pas trop différente. Comme je travaille beaucoup sur des images qui sont protégées par des droits. Oui. Et alors, je voulais savoir, justement, dans ce cadre, s'il est possible, à l'intérieur d'un blog public, avoir un espace privé, par exemple, pour permettre à certaines personnes d'y accéder. Et comme vous êtes juriste, si vous savez, quelle est éventuellement la limite pour passer d'une utilisation privée à une utilisation publique? Ah, la limite, elle est ténue, parce que quand on a... oui, alors là, moi, comme je suis juriste, vous savez, les juristes, ils aiment les parapluies. Donc, je vous dirais qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais que globalement, il serait bon de se retourner vers les personnes qui sont détentrices des droits pour avoir une autorisation. Parce que même si vous faites un blog privé, j'ai en tête un peu le projet que vous voulez faire, votre blog privé, il va être quand même avec plus d'une dizaine de personnes. Et donc là, la distinction public-privé va être un peu tangente, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Après, j'avoue que, j'ai pas eu le temps, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Il y a la loi République numérique là, qui vient de sortir, et il y a justement des éléments pour des personnes qui veulent faire des photos liées au patrimoine, et notamment qui sont souvent des photos qui relèvent de différents types de droits d'auteur. Et donc là, il faudrait que je regarde, et je pense qu'à terme, je ferai une fiche modèle sur les questions juridiques dans le modèle enseignant, pour l'usage qui est le vôtre, si on ne peut pas s'appuyer sur ces nouvelles dispositions, mais qui me semblent nécessiter des décrets d'application qui sont prévus pour 2017. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'argus juridique, mais vous n'êtes pas le seul à avoir cette difficulté, et donc notamment pour tout ce qui est, on va dire, utilisation pédagogique ou utilisation de photos qui relèvent de ce qu'on appelle le panorama, ou des questions archéologiques ou de patrimoine. Il y a des dispositions qui semblent vouloir mettre un petit peu en accord la pratique des uns et des autres en numérique et les respects des droits d'auteur. Donc ça, il faudrait que je me trouve le temps, après avoir finalisé ces 2 SPOC, parce que là, il n'en est qu'un, mais c'était quand même le plus gros pour le nombre de vidéos, mais voilà. Je pense qu'effectivement, ces questions de droits d'auteur sont essentielles. Donc pour, encore une fois, tous les modules, vous pouvez les prendre séparément, les regarder comme vous voulez, hein. Donc si vous voulez simplement vous améliorer sur Twitter, ou simplement savoir comment faire une belle infographie, il suffit de regarder les vidéos qui correspondent. Les plans sont, je pense, assez clairs. Donc on arrive assez rapidement à identifier la vidéo, l'unique, s'il y en avait besoin, qu'il est nécessaire de visionner. Après, je ne sais pas si dans les enseignants, ceux qui sont là, c'est aussi dans l'idée de faire un blog pour vos étudiants, pour vous, c'est pour... Non, oui. Merci Olivia. J'aimerais revenir sur un point, parce qu'effectivement, j'avais déjà commencé des petites choses dans le cadre d'un programme de DBA à l'étranger. Et en fait, je voudrais revenir sur un problème sur lequel on bute, c'est le problème du temps, justement, qui était... là, j'ai l'impression que vous êtes parti dans une écriture assez fine de script pour maîtriser finalement le message oui. et le temps vidéo. Oui. Et dans le projet dans lequel j'étais, on est parti autrement.
Vous voulez dire que vous n'étiez pas associé au CIP, peut-être? Non, du tout. Non, parce que c'est le CIP qui nous a bien expliqué comment faire un script. Non, c'est un projet et Ouais. le CIP n'est pas impliqué. Et on est parti autrement et effectivement, je me demande si j'essaie de trouver le compromis, c'est-à-dire qu'on est parti plutôt d'un cahier des charges de slides, de temps de séquences et filmer des séquences qui n'étaient pas, où il n'y avait pas de script précis, mais qui étaient minutées et avec des slides associés. Et après, c'est un gros travail de montage. Mais on s'aperçoit que c'est pas évident non plus de s'y retrouver. Par contre, il y a beaucoup moins de préparation au départ. Mais alors, je sais pas si. Alors, je pense que. Ouais. De façon différente. Alors, je pense que quand même, la préparation, elle est triple. Il y a une préparation qui est l'écriture du script. Et après, il y a. On n'est pas. On a beau être des enseignants, ben là, on passe devant une vidéo. Hein. Donc, on doit un peu théâtraliser d'une manière qui n'est pas la même que celle de nos cours. Parce qu'il y a la question de pratiquement dire exactement ce qu'on a dit, et puis de ne pas oublier quelque chose. Donc même si on a une espèce de prompteur, entre guillemets. J'avoue, pour l'avoir fait, alors là pour le coup, avec des collègues juristes, puisqu'on a fait aussi un autre SPOC, où là on a eu un travail qui était très très important sur les vidéos d'incrustation, etc., pour vraiment faire passer notre message pédagogique de juriste. C'est aussi un travail de se préparer à être visionné et à faire des vidéos, quoi. Et après, évidemment, le travail du monteur. Mais plus, moi, je reste dans l'idée, et peut-être Isor pourrait intervenir là-dessus, que ça nous a tous servi de bien rédiger les scripts. Et que dans les deux projets, ceux qui étaient un peu légers dans leur écriture de script, ça se voit dans la vidéo parce que c'est moins travaillé, ils sont moins à l'aise. Ça a été plus long à monter pour certains. C'est vrai qu'il y a le travail d'identifier vraiment ce qu'on va dire, d'aller à l'essentiel pour pas que ce soit des vidéos qui durent plus longtemps. J'entends bien, mais là, c'est parce que vous avez... là, dans le projet, on a essayé de mixer les slides. Donc c'est rythmé par les slides. Donc on ne peut pas partir... donc on a 20 minutes. Vous enregistriez les slides en même temps que le... Oui, et il faut après un espèce de montage. Ouais, mais... Et dans tous les cas, vous avez préparé vos slides à l'avance, oui, donc les ça slides demande sont... quand même un travail en amont qui soit sous forme de slides. Mais c'est pas de script, on est libre. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous appelez slide, parce que nous, on a fait ça dans l'autre projet, où on a fait ce qu'on appelle, en anglais, j'ai appris ça, des streamcasts, qui s'appellent des captures d'écran, petites vidéos, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses où c'était un SPOC pour expliquer comment faire de la veille et de la recherche juridique. Donc, beaucoup de choses où on était en train de surfer sur Internet et on montrait exactement ce qu'on faisait. Aller chercher sur telle page, à tel endroit, faire ça, etc. Donc, c'était finalement une petite vidéo de l'écran. Donc ça correspond un peu aussi à votre idée de slide qu'on a incrusté et finalement les gens parlaient en off. Présentation PowerPoint, on est rythmé par les présentations PowerPoint. Et il n'y a pas de off dans ces cas-là. Il n'y a pas de voix off. Non. Parce que ce que nous on a fait dans l'autre, c'est qu'on a fait une voix off. Ils font le montage après, c'est ça que je ne sais pas trop comment ils incrustent ou pas. Oui, mais donc quand ils passent... On est rythmé par les... On ne oui. peut pas diverger, hein, parce qu'on est... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ensuite la personne qui va monter la vidéo sache à quel moment il faut du discours, il faut mettre soit une slide, soit un élément visuel. Mais c'est moi, mais non, mais il renvoie vers nous là. Si tout n'a pas été précisé à l'avance, forcément on perd énormément de temps après, parce qu'il faut tout repréciser. Et après, je pense que... Si le discours n'est pas écrit à l'avance et qu'on ne sait pas... c'est compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Non, et puis ce qui paraît évident pour celui qui parle et puis après celui qui monte ne l'est pas forcément. Et j'ajouterais que tout dépend le nombre de vidéos. Nous, on en avait 34 là. Donc 34, et l'autre projet, combien on en a fait? On en a fait 22. Donc c'est quand même beaucoup de vidéos, quoi. Donc si on fait cette méthode-là, elle me semble possible sur peu de vidéos, parce que voilà, il y a un gros travail de montage, mais finalement, si c'est sur 4-5 vidéos, pourquoi pas. Sur 34 vidéos, je pense qu'on aurait du mal à ne pas avoir des scripts un peu précis. Et nous, ça nous a permis de nous visualiser, quoi. Mais bon, c'est une autre méthode. Après, c'est une question de coût aussi, je pense.
les slides. Mais en général, les gens, pour avoir vu aussi l'atelier que vous aviez organisé sur les classes inversées, les gens aiment bien voir quand même une tête, une personne. C'est la diff. On avait vu, je ne sais plus, l'intervenant là qui était de, c'était quoi, c'était quelle école d'ingénieur là qui était venu, Centrale, voilà. Et il expliquait qu'il avait fait son cours en classe inversée, donc simplement des slides ou des vidéos, et qu'en fait les étudiants lui avaient tous dit bon les slides, c'est mortel quoi. Et que la vidéo, tout de suite, ça donnait envie de suivre le cours parce que on aime avoir un peu un contact humain. Et nous, on a essayé de faire des vidéos dans lesquelles, même si il peut y avoir des incrustations, des slides ou des captures d'écran, ce que vous voulez, il y a un équilibre entre on voit la personne et on voit jamais personne, quoi. Donc ça, c'est aussi ce que vous avez, a priori, essayé de faire. Alors, curieusement, alors ça surtout si mon mari m'entendait, il serait fou, mais j'ai d'autres idées, le problème, c'est ça. C'est qu'il me reste une idée en suspens. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que j'aimerais bien faire un peu de recherche, continuer à faire de la recherche. Mais ouais, j'ai d'autres idées. Maintenant, je referai pas... C'est vrai, je me dis, bon, on fera pas pareil, quoi, on fera différemment. Mais déjà, après, il faut faire vivre aussi les projets. Donc, voilà, pas tout de suite, mais... Voilà, je pense que j'ai encore un peu matière à faire autre chose sur des projets pédagogiques innovants. Bon, écoutez, merci. En tout cas, j'espère que vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et que n'hésitez pas à nous faire vos retours. Moi, je suis très disponible, surtout par mail d'ailleurs, mais pour échanger, pour vous aider si vous avez des projets particuliers. N'hésitez pas. Et puis... sur la plateforme, il y a un forum. Sur les réseaux sociaux, il y a Béatrice. Parlez-en autour de vous, parce que maintenant, ces vidéos, on espère qu'elles servent. Parce que c'est un gros travail et on a envie qu'ils soient utiles, avant tout. Voilà. Merci. Merci.